ses soldats. Ce reste de prison appelé Dar el-Finga deviendra tristement célèbre. Il abritera la guillotine qui tranchait les têtes des premiers nationalistes beaunois. C'est cette plage dite du Dauphin d'Ypone qui a vu s'accoster un petit matin de mars 1932 la frégate La Bernaise conduite par le capitaine Fréard. L'homme qui en descendit le premier était le général d'Anrémont, celui qui allait organiser la prise de Bouna par le vallon qui conduit à Bab el-Maqbra et les remparts de la ville. Au lendemain de la prise de la ville, le plus vieux cimetière musulman de la ville fut rasé pour laisser place à la tranchée qui mène vers le futur Fort Cigogne. C'est ici que repose le chantre de la musique beaunoise. Mohamed Ben Ammar est devenu Mohamed el-Kurd pour son amour pour le mode kurdi. Il sera le premier chanteur nord-africain à introduire le piano dans la musique traditionnelle. Instrument qu'on peut apprécier dans Ya Qalbi Khalli al-Hal, Harramtu bik Nu'asi, Uyun al-Ahbar. Voir le cimetière de Bonn, envie de mourir, il te donne. Saint-Pétersbourg, Bonn, une destinée. C'est ici que repose Charlotte, la mère d'Isabelle et Bérard. Isabelle vécut longtemps à la place d'Armes pour y apprendre la langue arabe et se familiariser avec l'islam. C'est de cet endroit précis qu'elle dira « La verte colline sacrée aux sombres cyprès funéraires, ce prestigieux décor de collines et de vallons verdoyants, sertissant comme un joyau la blanche Annaba et les coups bas bleuâtres et les blancs tombeaux du cimetière qui se détachent en nuances pâles sur le vert sombre des figuiers. Rouge et ardent, baigné d'or pourpré, le soleil se lève au-dessus de la mer, d'une nuance lilacée où de légers serpents d'argent courent, rapides, fugitifs. Je voudrais que, au jour fixé par mon destin, ma dépouille fût mise dans la terre rouge de la blanche Annaba. Ce même destin en décidera autrement. Elle périra dans les eaux boueuses d'une crue terrible et fatale à Ain Safra. La colline des Anglais. Au début du siècle dernier, un industriel britannique du nom de Charles Mair tomba amoureux de la corniche beaunoise et décida de s'y installer. Il fit alors construire cette demeure dont l'architecture lui rappelait son Écosse natale. Il y coulait des jours heureux jusqu'au jour où sa fille Kathleen tomba follement amoureuse de Salah Ben Saïd, un propriétaire terrien de la plaine de Bonn. Ce dernier, comprenant que l'idylle était impossible, fit cacher Kathleen chez son métayer, le Khames, dans la plaine, lui promettant la main de sa fille et la moitié de sa fortune, dès que le mariage serait possible. Après de longues années, Charles Mair accepta. Salah devint son gendre, ils convolèrent en justes noces, et le métayer eut pour beau-père son ancien patron et devint aussi riche que lui. Ce fut la plus belle histoire d'amour de la ville, et Salah et Kathleen, qui plus tard se prénommera Fatma, firent des Anglo-Beaunois. Le fort génois. Appelé communément le Fortin, ce fort génois est l'un des 3 bastions autorisés par le roi de Tunis et construit au XVe et XVIe siècle par les Génois venus de Genova en Italie pour troquer leur velours de gêne contre le corail de la baie d'Annaba. Pour protéger le produit de leur troc convoité par les pillards, ils construisirent ces forts avec meurtrières et ponts-levis qu'ils se gardaient de refermer dès la tombée de la nuit. C'est le mot velours génois qui donna son nom à Qatifat génois. Ras el-Hamra. C'est dans cette grotte offerte par la nature que depuis des siècles les Beaunois exécutaient leur arboun. Une transe rituelle au son de liturgie et incantations des saints de la ville. De nos jours, quelques rares adeptes continuent la tradition. C'est cette terre ferrugineuse de couleur rougeâtre qui donna son nom à Ras el-Hamra, le cap de la Rouge.
C'est dans cette maison, à l'angle des ex-rues Sadi Carnot et de l'église, que naquit la seule personne à tutoyer le général de Gaulle, même en tant que chef d'État, pour la simple et bonne raison qu'il fut son camarade de promotion, la promotion FES à l'école militaire de Saint-Cyr en France. Il s'agit du maréchal Alphonse Juin. C'est dans cette rue que naquit le 15 novembre 1930 Robert Cohen, issu d'une famille juive beaunoise. Il devient champion d'Europe puis champion du monde des poids coqs en battant au poing à Bangkok le boxeur thaïlandais Shamroen Changitruk. C'est dans cette même rue que grandit Simon Helleli, devenu Selim Helleli, dans une famille juive de boulanger. Né le 30 juillet 1920, il passera sa jeunesse dans la place d'Armes qu'il quittera à 17 ans pour la France. Il ira de succès en succès, de l'Ain al-Zarqa al-Andalousiya jusqu'à la fameuse Mahannezil. Il décédera le 25 juin 2005 à Antibes, en France. En contrebas de cette rue se trouvait l'hôtel Fédère où vécut Camille Saint-Saëns. Il y composera Les Barbares, un chef-d'œuvre qui connaîtra un succès planétaire. Non loin de là, l'avant-port où débarquera Pierre Loti pour séjourner à Beaune. Il y fit la connaissance de vieilles familles beaunoises qui l'inviteront à découvrir le Malouf. On découvrira alors son œuvre célèbre, Asiadé. Le mausolée des Sidi Khleif, un des saints patrons de la ville, que les Beaunoises venaient visiter pour demander une réussite, une guérison, comme la Madone pour les Pieds Noirs de Beaune. En janvier 1944, un certain Freddy est embarqué sur le Samex à destination de Beaune. Arrivé au port, une patrouille le surprend en train de boire une bière qui ne faisait pas partie de la cargaison du navire. Il sera emprisonné durant 9 jours, puis abandonné dans la place d'Armes où il va connaître dans ses bas-fonds la vue d'un aventurier durant 6 mois. Ce n'est qu'en novembre 1944 qu'il put rejoindre sa famille à Liverpool et y retrouver son petit garçon de 4 ans, John. John Lennon, le futur créateur des Beatles. Imagine there's no heaven. See if you try. La mosquée de Jam' al-Bey. Cette mosquée de rite hanafite fut édifiée en 1792 en tant qu'école officielle du pouvoir. Elle fait face à Bathat Sidi Shrayt, devenue place d'Armes après l'entrée du général Dan Raymond dans Bouna. C'est le général Duzer qui lui donna ce nom. Boumarwan. Au XIe siècle, la mosquée Abou Marwan al-Sharif fut construite par Abou Laïd sur un ribat, le premier édifice abritant une université coranique de rite malékite. Abou Marwan, originaire de Séville en Espagne, y enseigna jusqu'à sa mort. Transformée en hôpital militaire durant les épidémies qui ravagèrent Bonn peu après la colonisation, elle retrouvera son statut de mosquée peu après. Pour illustrer le fait que quelqu'un fait la chose et l'autre en bénéficie du mérite, un vieux dicton beaunois dit « El beni abnaha Boulait ou shen'adaha Abou Marwan ». C'est à cet endroit précis qu'a démarré la traction noire avec à son bord Cherif Babou le 6 août 1956 à 15h. Âgé d'à peine 22 ans, ce fils de la place d'Armes commença à mitrailler les flâneurs du cours Bertagna, les terrasses des cafés de l'Orient et de la Paix. Pour tromper les policiers, il se permit l'audace de marquer le feu au niveau du Maxéville. La voiture fut confondue dans la file pour se diriger en toute quiétude vers la montagne et y être brûlée. Cherif Babou disparaîtra dans le massif de l'Edoub. La guerre urbaine venait de commencer à Annaba. La gare d'Annaba. C'est devant cette gare que Lucien et Catherine attendaient le train d'Alger pour y embarquer, Lucien venant d'être appelé sous les drapeaux un matin d'été 1913. Catherine tenait par la main un enfant de 4 ans et par l'autre main un bébé de 9 mois. La peau gonflée par les piqûres des moustiques de la Cébouze, comme il le dira lui-même dans le premier homme. Ce bébé sera prix Nobel de littérature. Il s'appelait Albert Camus. Le mausolée de Sidi Ibrahim, le saint patron de la ville. Ici repose le saint patron de la ville, Sidi Ibrahim ben Taoumi, ben Sassi el-Merdessi, descendant du prince al-Fadl ibn Ali el-Fatih el-Hilali. Pour défendre le port de Bouna contre l'invasion génoise et espagnole, il plantait ses khaïmas ici même, à l'entrée de la ville, endroit où il faut enterrer le lundi 9 Ramadan 1676. Fiers de leur citadinité, les Beaunois diront d'un étranger qui s'installe à Annaba: celui-là s'est faufilé quand Sidi Ibrahim faisait sa sieste. برهومة يا قرة عيوني يا صيد مقحضر في التنية مشهور من جملة سيادي هز الرتبة عليا برهومة يا سلطان بلادي ما تكونش غايب عليا.
le lycée Saint-Augustin, le premier lycée pour garçons de la ville. C'est par cette porte qu'ils entraient pour y retrouver Molière et Lamartine, l'Abscisse et l'Ordonnée, Thalès et Pythagore. C'est aussi par cette porte qu'ils sortaient en se bousculant pour vite retrouver la rue et les jeux. Ces potaches en culottes courtes s'appelaient Alain Ferry, Mostafa Ben Loussif, Guy Bedos, Jean-Claude Brialy. La Madone beaunoise, que les pieds noirs chérissaient tant. Ils venaient l'implorer pour une réussite, une guérison, un vœu. Mais en cas de déception, c'était de suite Dio Can la Madone. Le palais Calvin. C'est sous le regard impassible de ces Atlantes que tomba le 14 août 1914 le premier obus tiré par le bateau allemand, le Breslau. C'était la déclaration de guerre. Le second tombant en haut du cours, fauchant ainsi un énorme caoutchouc, le troisième en pleine place d'armes, la vieille ville, détruisant ainsi la maison Hafiz et la zaouia de Cheikh Bachir Ben Abdelrahman. Saint-Augustin. Aurelius Augustinus, fils de Sainte Monique, est né à Tagaste le 13 novembre 354. Considéré comme l'un des plus grands penseurs de l'humanité, Saint-Augustin déclare que le savoir est un moyen de rencontrer Dieu. C'est à cet endroit qu'il écrira les Confessions et la Cité de Dieu. Il passera sa vie à scruter le cœur de l'homme où il n'y verra que l'amour, l'amour de son Créateur. « J'aime aimer », dira-t-il. « Aime et fais ce que tu veux. » L'une de ses plus belles citations restera « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » Dans Hippone, assiégé par les barbares, il décédera le 28 août 430. Son corps sera évacué par le roi de Naples puis transféré à Pavia, en Italie. À la fin du XIXe siècle, son cubitus droit sera remis à la ville d'Annaba. Il est aujourd'hui enchâssé dans sa basilique. C'est ce même cubitus qui aidera à calculer les proportions pour l'exécution de sa statue. On retiendra de lui, lourd de sagesse, le bonheur, c'est de continuer à aimer ce qu'on a. Les ruines romaines d'Hippone, Hipporégius. C'est près de la Via Africa que se trouvait le baptistère et la basilique où Saint-Augustin fut nommé évêque en 395. Plus haut, le musée qui renferme une pièce unique au monde de l'histoire romaine, un trophée de 2,50 m représentant une cuirasse de bronze conçue pour commémorer la victoire de César sur la flottille des Pompéens en 46 avant Jésus-Christ. Seraïdi, ex-Bugeaud, ce petit village juché sur la crête du massif de l'Edoux, fief de la tribu des Wishawa, fut depuis des siècles un havre de calme et de paix pour la population de Beaune. L'Égyptienne, on aperçoit ses genoux, sa poitrine, le profil de son visage et sa chevelure qui s'étale dans la Méditerranée. Quand mes paupières alourdies de souvenirs se referment sur mes pupilles acérées de lianes soyeuses, enrubanant les visions douloureuses d'un rêve volé, je revois tes matins lumineux quand le soleil semble choir, en fragments de miroirs épars, sur les flots bleus qui viennent inlassablement lécher tes rives, en s'étirant à l'horizon pour aller jouer avec Naples, Beyrouth et la Phocéenne, puis revenir à l'aube de la nuit s'assoupir du sommeil du juste, sous le rocher mythique de Ras el Hamra. J'entends parfois le claquement vif et précis du fouet qui ébranle tes calèches, remontant le cours entre un régiment de ficus ombreux et tes arcades tamisées. J'entends aussi les cris de tes enfants rieurs et furtifs, dévalant les pavés glissants des ruelles de tes entrailles, où flotte le parfum du corps, brisant les lourdes portes de tes bains morts. J'entends encore les flûtes naïves qui bercent ta plaine au crépuscule pourpre et violacé, cette terre qui sentait bon la vigne et le blé, ce coin de planète qui a vu naître un Nobel, qui a vu grandir un Médicis, cet espace où j'ai gambadé comme un poulain fou, où j'ai haleté comme un chiot assoiffé, à l'ombre des coupe-vents des orangeraies, sertissant la verte colline où repose le Chir, qui t'apporte un parfum de la lignée du prophète,
que le salut soit sur lui. Quand il me prend de te réinventer, je hume ton haleine gorgée de l'œillet légendaire, du benjoin enivrant, des fragrances d'héliotropes qui tombent en volutes légères sur tes buissons de jasmin, durant tes nuits chaudes bousculant un jour nouveau qui tarde à se lever sur tes Andalousies, dont les dernières notes se mêlent à la criée de l'offrande que t'apporte la grande bleue au petit matin. Je revois souvent tes lamparos fatigués d'un jour loin de toi, venir te réveiller d'une sieste que tu achèves, telle une odalisque adossée au flanc de l'égout. Ces lamparos aux coques ployant sous les amas d'argentin, scintillant de mille feux sous le ciel d'un bleu beaunois. Quand les faux plis de ma mémoire s'entrebâillent au gré du rappel incessant, je contemple la palette où se taquine le jaune du genêt, le vert sombre du cyprès, le blanc timide du narcisse et le cramoisi de la jujube qui t'a offert le nom que tu portes comme le diadème d'Hipporégus. Le poids des ans et la main de l'homme n'auront jamais raison de toi. Et c'est pour mieux te revivre que je ne t'habite plus. C'est alors toi qui m'habites éperdument. Tu es ma mère malade, tu es mon indomptable muse, et tu resteras ma plus belle fille de joie. Saint-Augustin t'a béni, Sid Ibrahim te protège. Tu sais, ma coquette, j'ai mal d'ouvrir les yeux.